C'est votre mari qui a fait ça. Si tu n'étais pas aussi maladroite. Abigail, vous avez confiance en moi? J'ai mis une dose de laudanum sur la table de nuit. Prenez-la, ça calmera la douleur. Vous savez où je pourrais trouver un médecin? Ah, à vrai dire, je suis médecin, S'il mais... vous plaît, ça ne prendra que 5 minutes. Je vous en prie. Madame, vous ne pouvez pas entrer, quelqu'un est mort. Abigail! N'insistez pas, madame. J'ai quelques questions à vous poser. Je lui ai laissé un seul flacon de laudanum quand je suis allée acheter nos billets. Ce n'est pas suffisant pour tuer une personne. Et tu es certaine que c'était le bon dosage? Oui, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Je sais que je... En l'absence de toute autre explication, n'est-il pas plus logique qu'Abigail Prescott soit morte parce que vous lui avez donné le mauvais flacon de laudanum? Oui, c'est possible. 7, 9. Il n'y a pas de 8. Il manque une page. L'interrogatoire de la réceptionniste. La dernière fois qu'elle a vu Madame Prescott, elle était en train de passer un appel au beau milieu de la nuit. Elle a passé un appel téléphonique? C'est important? Oui. Le jury vous reconnaît coupable d'homicide involontaire dans la mort d'Abigail Prescott. Non. Bonjour, Monsieur Murdoch. Bonjour, Bethany. Elle me donne pas mal de fil à retordre ce matin. Je vois. D'ordinaire, quand elle est agitée comme ça, le docteur Ogden lui chante une berceuse. Dors, mon bébé, tout près de moi, tu trouveras la chaleur. Quand maman te prend dans ses bras, c'est pour toi que son cœur bat. Dors, mon bébé. Nous n'avons pas d'éléments assez solides pour justifier notre demande d'appel. Oui, mais que faites-vous de ce coup de téléphone? Si le conseiller Prescott savait où nous étions, il a pu venir la tuer. La réceptionniste de l'hôtel n'a pas entendu ce qu'Abigail a dit au cours de cet appel. Quant à l'opératrice qui s'en est occupée, elle ne se souvient pas avec qui elle l'a mise en relation. Il n'en sortira rien. On ne peut pas prouver à qui elle a parlé. Pourquoi a-t-elle passé ce coup de téléphone? Est-ce que vous croyez qu'au dernier moment, elle aurait pu avoir des regrets à l'idée de quitter son mari? Je n'aurais pas dû l'encourager. On ne saura jamais ce qu'a pu lui dicter sa conscience, mais une chose est sûre, tu n'as fait qu'écouter ton cœur. Vous vouliez simplement aider une femme qui était en détresse. Oui, et aujourd'hui, elle est morte. Et tout de même, le fait qu'on ait retiré une page du rapport de police devrait légitimer notre appel de cette condamnation, non? Le juge n'est pas de cet avis, manifestement. Alors il faut saisir un autre juge, une instance supérieure. Nous n'avons pas assez de preuves, je regrette. La page a pu disparaître pour tout un tas de raisons, et quel que soit le juge, il ne verra là qu'une simple erreur. Comment allez-vous, monsieur? Je me sens complètement désemparé. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Et Effie, qu'en pense-t-elle? Que si nous faisons appel, nos chances de victoire sont minces. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Aux yeux de la justice, nous avons perdu ce procès. Je n'arrive pas à le croire. Votre femme est dans une situation vraiment fâcheuse. Le tribunal l'a condamnée à 3 ans de détention. Pour un crime dont elle est innocente. Et nous ferons tout notre possible afin de le démontrer. Et de le prouver devant un juge. Je sais, George, mais ça risque de ne pas être suffisant. Et Julia risque de ne pas voir grandir Susanna. Ne dites pas ça, allons. Ses premières paroles, ses tout premiers pas. 3 années entières. Ce sera une enfant complètement différente le jour où sa mère sortira de prison. La reconnaîtra-t-elle seulement? Monsieur, arrêtez. Il ne faut pas laisser ces idées-là vous abattre. Oui, j'entends bien, mais les faits sont là. Julia est en prison, dans une cellule sans fenêtre, et elle dort sur une couchette pendant que moi, je m'efforce jour et nuit d'élever notre fille sans son aide. Entre nous, je ne crois pas que je pourrais y arriver seul. Ne vous en faites pas. Peu importe ce que l'avenir peut nous réserver, je vous promets une chose. Vous ne serez jamais seul. Merci, George. Regardez, le voilà. C'est la collecte lancée par Prescott? Apparemment, il est décidément sans scrupules. Merci pour votre accueil si Georges. chaleureux. Merci. Aider les autres a toujours été ma priorité. D'autant plus quand il s'agit des habitants de Toronto.
Nous avons besoin d'établissements modernes dans lesquels tout un chacun pourra recevoir ce qui se fait de mieux en matière de soins. C'est pourquoi j'ai voulu mettre en place cet appel aux dons pour ouvrir un hôpital destiné aux plus défavorisés. On aura tout entendu. Permettez-moi maintenant de vous présenter mon ami David. Il est venu au monde avec une jambe atrophiée et il fait partie des nombreux citoyens qui bénéficieront de notre initiative. Il va passer parmi vous avec sa tasse afin de faire la quête. Lorsque vous le verrez, donnez-lui quelques dollars. Nous devons atteindre notre objectif et pour ça, le moindre penny compte. Merci. Merci. Ah, vous avez pu venir. Quel plaisir de vous voir. Merci infiniment. Merci. Oh, merci. Merci pour votre générosité. C'est bien normal. Un don pour l'hôpital? Puisque c'est pour une bonne cause. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il vient de le dire, le moindre penny compte. Merci. Inspecteur Murdoch, merci d'être venu. Malgré ce qui s'est passé, nous devons aller au-delà et penser au bien de tous. Je ne suis pas là pour échanger des mondanités. J'ai une dernière question. Que me voulez-vous encore, inspecteur? Je vais finir par penser que vous avez une dent contre moi. Avez-vous reçu un appel téléphonique de votre femme la nuit précédant sa mort? Non, pas du tout. Ce sera tout. Bonne journée, inspecteur. Je sais ce que vous avez fait, Prescott. Et je ne renoncerai pas avant de l'avoir prouvé. J'ignore de quoi vous parlez. Vous avez parlé à Julia? Comment va son moral? Il est assez mauvais, je le crains. C'est un cauchemar. Qu'allez-vous faire maintenant? Je suis certain que le conseiller Prescott a tué sa femme, mais je ne peux pas le prouver. C'est à lui qu'était destiné l'appel téléphonique dont il est fait mention dans le rapport de police sur la page qui a disparu comme par hasard. Peut-être ne faut-il pas chercher pourquoi elle a disparu. Mais comment? L'inspecteur de Port-Crédit? Il s'agit de son rapport. Vous avez tout mon soutien, Murdoch, et je suis prêt à mettre l'ensemble de nos hommes à votre disposition. Merci, monsieur. Il y a une autre piste à suivre. Si mon hypothèse est exacte, le conseiller a dû faire le trajet depuis son domicile de Toronto jusqu'à Port-Crédit entre le moment où ce coup de téléphone a été passé et celui où on a découvert le corps d'Abigail. Quelqu'un peut l'avoir vu sortir de chez lui ce jour-là. Peut-être a-t-il pris un fiacre? Un conseiller a sûrement son propre véhicule. Et dans ce cas, quelqu'un qui le conduit. Georges, Henri, tâchez de vous renseigner. À vos ordres. Je n'ai rien fait de mal. Je suis outré par ces accusations. Un dossier a été envoyé chez le procureur et un autre à la défense. Dans chacun d'eux, il manquait la même page de votre rapport. Ce qui signifie qu'elle a disparu avant que ce document ne quitte votre poste de police. Vous insinuez que l'un de mes agents a égaré cette page? Ou elle a pu être mise de côté. Volontairement? Non, impossible. Tous mes hommes sont honnêtes et dignes de confiance. En êtes-vous sûr? Je les côtoie au quotidien. Je peux m'en remettre entièrement à eux. J'imagine que c'est pareil entre vous et vos agents. Vous avez écrit cette page à la main, n'est-ce pas? C'est exact. Alors qui l'a copiée? Comment cela? Et toutes les pages de votre rapport se sont retrouvées au sein de deux dossiers différents. L'un pour l'accusation et le second pour la défense. Il a bien fallu que quelqu'un copie l'original pour que chacune... Oh, oui, notre secrétaire greffier, c'est lui, Monsieur Johnson. Si vous voulez bien m'excuser. Monsieur Johnson? Inspecteur Murdoch de la maréchaussée de Toronto, j'aurais quelques questions. Maintenant, j'ai beaucoup de travail. C'est bien vous qui vous êtes occupé du rapport d'enquête pour le procès du docteur Julia Ogden? Oui. Êtes-vous au courant qu'une page du document en question a disparu avant le procès? Non, vous me l'apprenez? Pouvez-vous dire avec certitude qu'aucune page de ce compte-rendu ne manquait lorsque vous l'avez reçu des mains de l'inspecteur McCrae?
Ah, comment est-ce que je pourrais le savoir? Je viens tout juste de lui parler et il me l'a certifié. Cependant, il y avait une page en moins dans les dossiers qu'ont reçus le procureur et la défense. Que voulez-vous? C'est courant d'égarer les choses. Ça vous arrive souvent? Non, ça jamais. Toujours est-il que cette page était entre vos mains et qu'elle a disparu. Je devrais peut-être parler de nouveau à l'inspecteur McCrae et lui dire de ne pas Je engager... vous en prie, non. Surtout ne le mêlez pas à ça. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé. 2 jours avant le début des audiences, non loin de chez moi, un homme est venu à ma rencontre. Il était parfaitement au courant du procès et il savait même que c'est à moi qu'on avait confié le dossier. Qui était cet homme? Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il m'a proposé $100 rien que pour retirer 2 pages. L'occasion était trop belle. 2 pages, vous dites? Pas une seule? Oui, une dans le rapport de police et l'autre dans le compte-rendu d'autopsie. Seulement, il n'y avait rien dessus. Enfin, rien qui m'ait semblé important. Ce n'était sûrement pas à vous d'en juger, Monsieur Johnson. Mais enfin, cet argent, j'en avais besoin. Vous savez ce que ça représente, $100? Surtout depuis que ma femme est... Cet argent était un cadeau tombé du ciel. Allons, reprenez-vous, je vous en prie. Regardez cette photographie. Est-ce lui qui vous a offert de l'argent? Non, ça ne lui ressemble absolument pas. Mais alors, qui était-ce? Je vous l'ai dit, je ne l'avais jamais rencontré. Il avait le visage buriné, avec un bouc, et il parlait bizarrement. Très bien. Je vais vous demander de le décrire avec précision à un portraitiste. Oui, tout ce que vous voudrez. Alors, il ne reste plus que ces caisses. Attention au ballon, ils sont très fragiles. C'est certainement son cocher. Il sait peut-être quelque chose. Attendons qu'il soit tout seul pour lui parler. Oui, nous devons tout faire afin que le docteur Ogden rentre chez elle. Sa place n'est pas en prison. C'est pas la première fois qu'elle tue quelqu'un. Henri, elle est innocente. Oh, regardez, c'est le moment. Oui, dans la rosée. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? C'est à quel sujet? Toutes nos condoléances pour le décès de Madame Prescott. Un vrai drame, cette affaire. On nous a chargé de conduire une enquête complémentaire sur ce qui est arrivé. Ah oui? Dois-je prévenir le conseiller? Non, inutile. En fait, c'est à vous que nous voudrions parler. Que vous rappelez-vous du jour où Madame Prescott est morte? Est-ce que le conseiller a eu besoin de vos services? Pas vraiment. Il m'a donné congé l'après-midi. Et est-ce que vous avez souvent congé l'après-midi? Non. Le matin s'est passé de façon classique. Je l'ai conduit chez le tailleur, comme chaque jour, et puis je l'ai ramené à son domicile. D'habitude, je reste à l'attendre devant. Mais ce midi-là, il est rentré chez lui et un peu plus tard, il est ressorti pour me dire de prendre ma journée. Il se rend tous les jours chez le tailleur? Oui, l'atelier lui appartient en fait. Les Orfèvres du Fil, c'est dans Sherbourne Street. Ah, j'y suis déjà passé. Ils sont pas très doués. Pourtant, ce commerce fait de gros bénéfices. On les collecte chaque jour pour les mettre à la banque. Chaque jour? Monsieur White, vous confirmez être le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie d'Abigail Prescott? Oui, tout à fait. Et vous avez déposé votre compte-rendu dans ce poste de police? Oui, c'est exact. Auriez-vous conservé par hasard une copie de ce rapport pour vos archives? Non, je pensais qu'on allait me le renvoyer après le procès. Est-ce que vous voudriez bien y jeter un coup d'œil et me dire s'il y a quoi que ce soit de manquant? En effet, oui, il y a une page en moins. Non. Et vous rappelez-vous ce que cette page contenait? Oui, c'était mes notes sur l'examen externe de la victime, ses ecchymoses surtout. Ses ecchymoses? À quel endroit? Sur tout le corps. Les bras, le dos, le thorax. Est-ce que vous savez ce qui a pu laisser de telles traces? Probablement des coups répétés, mais aucun susceptible d'entraîner la mort. C'était des contusions légères, douloureuses, mais bénignes. Merci, Monsieur Wright. Mais j'aimerais poursuivre. Avez-vous remarqué si parmi toutes ces contusions, il y en avait certaines plus récentes que d'autres? Oui, une sur le bras. Son bras cassé? Non, l'autre, le droit. Elle mesurait quelques centimètres et elle était récente. Donc on l'a violentée. Et cette page a été volée pour cacher le fait que la victime avait été agressée. Ou que cette contusion était due à toute autre chose. À quoi d'autre? Et grâce à vos compétences, vous avez pu déterminer que la mort était due à l'ingestion de 360 millilitres de laudanum. C'est exact. Le docteur Ogden maintient qu'elle a préconisé à Abigail Prescott de prendre un flacon de laudanum dont la contenance était de 36 millilitres.
Il est possible que notre victime n'ait pas avalé tout le reste du produit, mais qu'on le lui a injecté. On lui aurait fait une piqûre de force, causant la contusion. On peut l'envisager. Et avez-vous remarqué une quelconque trace de piqûre? Non. Mais je dois bien reconnaître que je n'en cherchais pas. S'il s'agit d'une surdose par injection, alors ce n'est pas le Dr. Ogden qui a tué Madame Prescott. Un rebondissement pareil suffirait à récuser les arguments du procureur. C'est un peu trop tard. Elle a déjà été enterrée. Nous devrons l'exhumer. Le conseiller est donc demeuré seul le restant de la journée, ce qui veut dire qu'il aurait pu se rendre à Port-Crédit par lui-même. Faut-il en aviser l'inspecteur Brackenreed? À quoi bon si personne n'a vu Prescott là-bas? Cela dit, ça me paraît étrange qu'il aille chaque jour dans sa boutique. Nous y voilà justement, je vous le dis, c'est le pire tailleur que j'ai jamais vu. J'ai dû y retourner 3 fois et mon pantalon n'est toujours pas prêt. Si je m'obstine, c'est parce que Ruth aime ce modèle. Ce n'est guère animé, j'aimerais bien savoir combien cette affaire rapporte. Juste assez pour ne pas fermer, je dirais. Et pourtant, ses revenus sont tels que Prescott doit faire un dépôt à la banque tous les jours. Je serais surpris qu'il y ait de quoi en faire ne serait-ce qu'un par an. Higgins, cet homme-là, c'est le nécessiteux que j'ai vu ce matin à la collecte de fonds. Il n'a absolument rien d'un nécessiteux. Oh la canaille, je vous parie que c'est un escroc. Le secrétaire greffier qui a transcrit les documents relatifs au procès a été payé pour en faire disparaître 2 pages. Payé par qui? Par le conseiller, semble-t-il. J'ai interrogé le secrétaire qui m'a donné une description de l'homme en question. L'inspecteur McCrae va faire afficher des avis de recherche dans toute la ville. Voilà notre suspect. Je connais cet homme. Quoi? Ma douce Bianca est terriblement malade. Ça ne prendra que 5 minutes. Je vous en prie. Je l'ai croisé au moment où j'allais acheter les billets à la gare et il a proposé de me déposer en ajoutant qu'il cherchait un médecin. L'un de ses proches était malade? Non, pas un proche. En fait, c'était sa chèvre et je ne pouvais rien faire pour elle. Puis lorsque je suis rentrée à l'hôtel, Abigail était morte. Julia, cet homme s'exprimait-il d'une façon quelque peu étrange? Oui, il avait un accent. Mais alors, c'est lui qu'on cherche. Il t'a abordé intentionnellement dans le seul but de te retarder, tandis que le vrai coupable était à l'hôtel pour tuer Abigail Prescott et te faire accuser de son meurtre. Cet homme a soudoyé le secrétaire greffier et occupé Julia pour qu'elle reste éloignée de l'hôtel. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Des agents de Port-Crédit le recherchent et ont fait diffuser son portrait. Espérons qu'un témoin va se manifester. Il faut que je parle à l'inspecteur Murdoch. Vous la connaissez? Oh, il s'agit de Madame Lipno, la propriétaire de l'hôtel à Port-Crédit. Et que puis-je faire pour vous, madame? J'aimerais que vous me régliez cette communication. Mais c'est votre facture de téléphone. Pourquoi devrais-je... Votre femme a séjourné dans mon hôtel où elle a laissé cette note exorbitante. Et maintenant, elle est incarcérée. N'est-ce pas normal que la responsabilité de ses dettes incombe à son époux? Il a raison, Murdoch. C'est sûrement le fameux appel qu'a passé Abigail Prescott. En effet, puisse-t-elle reposer en paix. Mais où a-t-elle pu téléphoner pour que ce soit facturé $1.19 ? $1.19. J'ai failli m'évanouir en voyant ça. Je n'aurais jamais dû demander qu'on installe cet appareil de malheur. Et je vais m'en occuper, Madame Lipno. Je garde votre facture. Vous êtes bien aimable, inspecteur. Vous pensez qu'elle travaille dans ce cabinet? Possible. Un comptable se faisant passer pour une personne indigente dans le but d'aider le conseiller à obtenir des dons pour sa collecte. Et comment avez-vous pu le laisser vous soutirer de l'argent? Ce type était convaincant, Henry, très convaincant. J'ai eu tort de vous en parler. Je vois toujours pas le rapport avec la boutique de tailleur. Ce n'est peut-être pas une boutique, en fait. Ah si, je vous assure qu'il y a un tailleur là-dedans. Un vieux monsieur aux mains toutes tremblotantes. Je vous crois, mais selon vous, pour quelle raison un comptable irait dans une boutique en difficulté juste après avoir récolté des dons? Je vous écoute, dites-le moi. Il fait passer tout cet argent pour des bénéfices de la boutique, cachant le fait que le conseiller et lui volent les bonnes âmes de Toronto. Le tailleur leur sert de couverture, alors. Regardez, il ressort. Allons lui parler. Vous avez du nouveau?
Oui, monsieur. Je crois être en mesure de découvrir vers quelle zone géographique Abigail a appelé grâce aux informations de cette facture téléphonique. De quelle manière? Et tout ce que je dois faire, c'est comparer le coût de son appel avec les tarifs en vigueur pour les communications interurbaines. Ça va prendre une éternité. Et en fait, pas vraiment. On ne peut diviser $1.19 que par deux nombres entiers qui sont 7 et 17. Il y a aussi 1 ainsi que 119, non? En effet, vous avez raison. Mais nous pouvons sûrement exclure ces deux solutions, puisqu'il n'existe aucune zone dont le tarif est $1.19 la minute, et nous savons qu'Abigail n'a pas téléphoné durant 119 minutes. Continuez. Donc, elle a passé soit un appel d'une durée de 7 minutes au tarif de 17 cents la minute, soit un appel de 17 minutes au tarif de 7 cents la minute. Exact. Ce qui réduit nettement le nombre de possibilités. Voyons, ici. 17 cents la minute, pour Paris, dans l'Ontario. Ce n'est pas l'adresse du conseiller. Non, mais c'est là que vit la mère d'Abigail. S'il vous plaît, monsieur. Vous connaissez le conseiller Prescott, non? Comme tout le monde. On vous a vu dans sa boutique de tailleur. Et en quoi cela vous concerne que je sois allé là-bas? Qui faisiez-vous? Et surtout, pourquoi avez-vous fait semblant d'être infirme lors de la collecte de fonds du conseiller? C'est une plaisanterie. Je ne plaisante pas, monsieur. Vous avez rassemblé des dons et je pense que vous vous servez de cette boutique afin de les faire passer pour autant de bénéfices. J'ignore de quoi vous parlez. Vous allez rendre ces 25 cents à mon ami. Et vous me devez aussi un pantalon neuf. Pardon? Ça suffit. Et si vous nous disiez plutôt, monsieur Potter, si c'est bien votre véritable nom, en quoi le conseiller Prescott est mêlé à ça? Oh! Là-bas! J'aimerais bien comprendre pourquoi vous et vos collègues n'avez rien de mieux à faire que raviver ma douleur. Comme si ce n'était déjà pas assez que votre épouse ait provoqué la mort de ma fille. Madame De La Fonte, croyez-moi, je suis vraiment navré de devoir à nouveau vous importuner, mais je puis vous assurer que c'est important. Je tâcherai d'être bref. Je souhaiterais savoir si Abigail vous a passé un coup de téléphone la veille de son décès. Oui. Vraiment? Et que vous a-t-elle dit? Elle m'a téléphoné pour me prévenir qu'elle avait décidé de prendre la fuite en compagnie de cette femme. Votre femme, inspecteur. Mais pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de vous avertir? Je suppose qu'elle avait peur. Peur de quoi? De ce qui pourrait lui arriver ensuite, naturellement. Une femme ne peut simplement pas quitter son mari comme ça. Ces choses-là ne sont pas sans conséquences. Et c'est précisément ce que je lui ai dit. Donc, vous lui avez dit de revenir? Évidemment. Alors que son mari lui avait cassé le bras. Oh, la vie maritale n'est pas une affaire facile, vous le savez, inspecteur. Et a-t-elle accepté de rentrer à Toronto? Non. Elle était résolue à aller jusqu'au bout. Les dés sont jetés désormais. Ce sont les toutes dernières paroles qu'elle m'a dites. Donc, vous ne pensez pas qu'elle a passé un coup de téléphone à Monsieur Prescott après avoir eu cette conversation avec vous? Non. Et c'est pourquoi je l'ai appelé moi-même. Attendez, vous avez appelé Monsieur Prescott cette nuit-là? C'est cela. Et vous lui avez dit où était partie Abigail? Oui. C'est tout à fait normal qu'un mari sache où se trouve son épouse. Madame De La Fonte, je suis désolé d'avoir à vous infliger cette épreuve supplémentaire, mais je vais vous demander d'attester ce coup de téléphone sous serment. Pourquoi? Je dois impérativement l'introduire comme preuve auprès du juge. Le conseiller Prescott a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où était sa femme ce soir-là. Il a menti. Non seulement aux juges, mais aussi aux jurés et aux enquêteurs. Ces mêmes enquêteurs qui pensent aujourd'hui que quelqu'un a fait disparaître certaines pièces de ce dossier criminel. Non. Je ne peux pas croire qu'il est... Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Donc le conseiller savait où elle était et a très bien pu aller l'assassiner. Et quoi qu'il en soit, j'ai désormais de quoi prouver au juge que Prescott a menti sous serment. Et maintenant?
Eh bien, j'ai téléphoné à Effie Crabtree. Elle va prendre la déposition de la mère et préparer le dossier pour faire appel. Inspecteur Breckenridge? Murdoch, c'est pour vous. Inspecteur Murdoch? Quelque chose de grave est sur le point d'arriver à votre femme. Pardon? La prochaine fois, ce sera encore pire. Laissez tomber cette affaire. Qui est à l'appareil? Allô? Hé, la nouvelle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as volé mes cigarettes. Je ne fume pas, il y a erreur. Rends-moi mes cigarettes! Séparez-vous! C'est elle qui a commencé, elle s'est jetée sur moi! Non, elle ment! Elle a essayé de me tuer! Peu importe, vous irez toutes les deux au cachot. Emmenez-les. Non! Vous entendez ce que je vous dis? Rentrez dans vos cellules, allez, le spectacle est terminé! C'est bon, pas la peine de vous bousculer comme ça, on y va! Et comment ça, elle ne peut pas me parler? Où est-elle? On vous a dit quoi? Uniquement qu'elle n'est pas dans sa cellule. Il faut que je la voie. Allez-y, filez! Il est évident qu'il y a eu une intervention d'un tiers, votre honneur. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris que le secrétaire du poste de police avait été soudoyé pour enlever 2 pages du rapport d'enquête. Pages qui n'auraient eu de toute façon aucune influence sur l'issue de l'affaire. Ce que mon éminent confrère omet de préciser, c'est qu'il y avait sur ces pages des éléments dont quelqu'un ne voulait pas que le tribunal ait connaissance. Pouvez-vous me dire lesquels? La première page faisait mention d'un appel téléphonique la veille du drame entre la victime et sa mère, qui a ensuite prévenu son gendre, le conseiller Prescott, pour qu'il aille la chercher. En quoi est-ce pertinent? Qu'une tierce personne ait été présente sur les lieux du crime change tout à l'affaire et jette une ombre sur la version des faits que mon confrère a présentée lors du procès. Mais plus important encore, M. Prescott a menti. Il a affirmé qu'il ignorait où était sa femme au moment où elle a été tuée, alors qu'en fait, il savait très exactement où elle se trouvait. Et la seconde page? Elle décrivait en détail les bleus recouvrant le corps de la victime. Votre honneur, ma consoeur semble oublier que cette femme est morte d'une surdose de laudanum, pas de coup ayant laissé de quelconque bleu. Des bleus qui auraient très bien pu couvrir une trace de piqûre provenant d'une injection pratiquée par une tierce personne, à savoir le conseiller Adrian Prescott. Votre honneur, ces allégations sont mensongères. Va-t-on condamner prématurément un innocent sans qu'il puisse bénéficier d'un procès? Je croyais qu'il fallait d'abord être condamné par un tribunal pour être officiellement considéré comme coupable. Je me contente de présenter un scénario qui correspond plus précisément aux faits tels que nous les connaissons à présent. Et dans tous les cas, ces faits jettent un sérieux doute sur la culpabilité du docteur Ogden. J'avoue que ces nouveaux éléments reflètent certaines divergences. Mais elles ne me semblent pas assez significatives pour dénoncer ce verdict, maître Crabtree. Pas encore, mais celle-ci nécessite qu'on réexamine la question centrale de cette affaire, les conditions de la mort. C'est une surdose de laudanum. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je parle des conditions, pas de la cause. Je demande donc humblement au tribunal d'ordonner l'exhumation du corps d'Abigail Prescott. À quelle fin? Si l'un des bleus sur son corps recouvrait une trace de piqûre, qui en tout état de cause n'a pas été décelée lors de l'autopsie, nous pouvons supposer que la dose mortelle a été administrée par une seringue. Auquel cas, les accusations du procureur contre ma cliente n'ont plus aucun fondement. Votre honneur, déterrer un cadavre n'est pas si simple que cela. C'est vraiment indécent et irresponsable de violer une sépulture en se basant sur des extravagances grotesques. Une exhumation nécessiterait l'aval de la famille de la défunte. Je doute fort que M. Prescott accepte une chose pareille, votre honneur, mais demandons-le lui. Et s'il refuse, pourrons-nous une fois pour toutes clore cette affaire? Nous avons la preuve qu'il a menti dans ses déclarations à la cour. Il ne peut pas être le seul à prendre une telle décision. Dans les circonstances présentes, M. Prescott n'est pas le seul dans l'entourage de la victime. Maître Crabtree, si vous réussissez à obtenir la permission de la mère de Madame Prescott, j'autoriserai son exhumation. J'exige de parler à Julia Ogden immédiatement. Inspecteur Murdoch. Merci, messieurs. Votre femme va bien. Où est-elle? Elle a eu une altercation avec une autre prisonnière qui lui a donné un coup de couteau à l'avant-bras. Elle est blessée? Mais en dehors d'une coupure, elle est en parfaite santé. Emmenez-moi la voir maintenant! C'est impossible. Elle va devoir passer la nuit à l'isolement comme n'importe quel détenu. Dès qu'il se passe ce genre d'empoignade, nous nous montrons très sévères. Est-ce que sa coupure a été soignée? Bien sûr. On l'a nettoyée et bandée. Nous avons d'excellentes infirmières. Monsieur le directeur, quelqu'un m'a appelé au téléphone et a menacé la vie de Julia.
Il faut la faire protéger en permanence par un gardien, voire plus si ça vous est possible. J'ignore de qui viennent ces manœuvres d'intimidation. Inspecteur, je vous trouve paranoïaque. J'étais au poste de police quand j'ai reçu ce coup de téléphone. Je vais demander qu'on la place sous étroite surveillance, mais ce sera temporaire. Je vous remercie. Ça ressemble fort à une toute fumeur. Pas étonnant que votre tabac vous manque autant. Continue de me provoquer, tu vas le regretter. J'ai le sentiment que personne ici ne vous a volé vos cigarettes. C'était seulement un prétexte pour m'attaquer. Ah oui? Quelqu'un vous a poussé à le faire? Je pensais pas qu'une dame dans ton genre pouvait avoir des ennemis. Bah, j'avais tort. Qui est-ce? T'aimerais bien le savoir. Je ne vous en veux pas. Je m'en fiche que tu me pardonnes ou non. Je sais ce que c'est que d'être une femme en position de vulnérabilité. De se faire manipuler par des individus mal intentionnés. Ce que j'entends là, c'est un beau discours pour dire que je te fais pitié. Et ça me débecte. Ce n'est pas de la pitié. On vous a recruté pour faire le sale travail, et maintenant c'est vous qui portez le chapeau. Vous auriez pu être blessé. Ou vous auriez pu me tuer et être condamné à perpétuité. Ces gens-là sont des lâches qui ne méritent pas qu'on les protège. $50. Qu'avez-vous dit? C'est mon prix. $50 pour le nom de ce type. Ah, Murdoch. L'exhumation de Madame Prescott a été approuvée. La mère a donné son accord. Elle aura lieu demain à la première heure. Voilà enfin une bonne nouvelle. Qui va pratiquer l'examen du corps? Le même légiste, mais supervisé par Madame Hart. Le juge a accepté d'envoyer le corps à notre morgue. Oh? Pourquoi donc? Apparemment, pas mal de gens veulent assister à l'autopsie, et on est les seuls à avoir cette place. Je vois. J'aimerais aussi être présent. Ça m'étonnerait beaucoup que le juge y consente. Mais ne vous en faites pas, je veillerai à ce que tout se passe bien. Si on peut trouver cette trace de piqûre, toute cette histoire sera finie. Et si on ne trouve rien? Il faut que nous fassions innocenter Julia, rapidement. Elle a été agressée en prison. Sa vie est en danger. Ils escroquent des citoyens charitables? C'est ce que nous pensons, oui. Comment peut-on être sournois à ce point? Ce type faisait même mine d'avoir une jambe estropiée pour apitoyer les donateurs. C'est vraiment honteux. Et où est-il? Il nous a semés. Il courait très vite, en fait. Un vrai lièvre. Mais tout part de chez Steyer. C'est par là que l'argent transite. Apparemment. Allez-y à plusieurs et fouillez-moi cette boutique. Avec joie. Ne nous faut-il pas le mandat d'un juge? Écoutez, ils sont coupables, c'est certain. Et mieux vaut s'excuser plus tard que perdre son temps avec les règles. Entendu. Maréchaussée de Toronto! Ici, à l'aide! Qui est là? Higgins, rattrapez-le! Allez l'aider, vous! Monsieur Potter, vous n'avez rien. Je suis vivant, si c'est ça votre question. Aviez-vous déjà vu votre agresseur? Non, jamais. Il m'a échappé, mais les autres lui courent après. Vous l'avez reconnu? Non. C'est lui sur les avis de recherche, l'homme de main du conseiller. Il a été envoyé par Prescott. C'est par ici, mesdames et messieurs. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. Oh, merci. J'ai suivi quelques-unes de vos affaires dans la presse. Vous êtes un vrai modèle pour nous autres qui débutons. Je n'en avais aucune idée. Vous avez fait sensation l'an dernier en résolvant l'affaire des sorcières. L'ergot du seigle, il fallait y penser. En fait, la victime était morte à cause d'une allergie. Mais j'apprécie le compliment.
On peut y aller? Oui, bien sûr. Alors, affaire 583. Exhumation d'Abigail Prescott. Elle n'est pas restée enterrée très longtemps. Et le froid ambiant semble avoir joué en notre faveur. Monsieur Wright et moi allons à présent examiner la peau à la recherche de traces de piqûres. Ils n'ont rien pu trouver. Rien du tout. Malheureusement, ils ont bien regardé partout et il n'y a pas de traces correspondant à une piqûre. Nous avions tort. Je suis désolé. Inspecteur William Murdoch? William, j'ai découvert qui a payé cette prisonnière pour m'éliminer. Vraiment? Qui est-ce? Un dénommé Gunnar Björnsson. Selon sa description, c'est bien l'éleveur qui a soudoyé le secrétaire greffier. Oh, et il faudrait que tu envoies $50 à l'adresse que je vais te donner. J'ai eu ce nom au prix fort. Ça ne changera peut-être pas grand-chose. L'exhumation d'Abigail a été un échec. Ça n'a rien donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'arrive pas à trouver de traces de piqûres, ni les badges manquantes, quoi qu'ait pu faire ce Björnsson, ça n'a que peu d'importance devant un tribunal. Ça reste anecdotique. Je suis sincèrement navré, Julia. Que faites-vous? Elle a une petite plaie à la lèvre. Où cela? Ici. Et je me dis que si elle n'a pas de traces de piqûre, peut-être qu'une tierce personne lui a ouvert la bouche de force. Pour l'obliger à avaler du laudanum? Par exemple. J'aurais remarqué une lèvre percée ou une dent ébréchée. De plus, je ne vois pas comment on pourrait prouver une chose pareille. Avez-vous examiné l'intérieur de sa bouche? Oui, mais je n'étais pas spécifiquement à la recherche de ce genre d'indices. Et ensuite? Il travaille vraiment pour Prescott? Ça ne fait aucun doute. Alors il a voulu me tuer. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Et que faisiez-vous pour lui exactement? J'ai rien à ajouter. Comme vous pouvez le constater, nous fouillons intégralement cette boutique, tandis que d'autres collègues vont aller s'occuper de votre cabinet comptable. Oui, et alors? Si vous avez détourné de l'argent, nous finirons par le savoir, que vous acceptiez de collaborer ou non. Pourquoi protéger un homme qui veut votre mort? Si je vous aide à le coincer, vous m'éviterez la prison. On devrait pouvoir arranger ça. Je m'occupe de la comptabilité du conseiller depuis plus de 10 ans. Et je vous confirme qu'il détourne des fonds. Les dons pour ouvrir l'hôpital? Oui, mais pas seulement. Nous faisons transiter tout l'argent par cette boutique. Il passe alors pour des revenus légaux quand on le dépose à la banque. Et ensuite, je n'ai plus qu'à falsifier les comptes. C'est odieux de voler de l'argent destiné à un hôpital. Cet hôpital n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a un problème? Non, nous vérifions une dernière chose. Un instant, l'objectif initial de l'exhumation était de chercher si elle avait une trace de piqûre. Ce ne sera pas long. Cet examen n'a pas été explicitement autorisé par le tribunal. Qu'est-ce que c'est? Ça alors? Gunnar Björnsson. Menace physique, agression, tentative de meurtre, et il y a mieux. Oh. La dernière fois qu'on l'a arrêté, il a été libéré sous caution par nul autre que le conseiller Prescott. Ça prouve donc qu'il le connaît. On a son dernier domicile connu. Je vais y aller avec quelques hommes. De leur côté, Crabtree et Higgins ont fait cracher le morceau au comptable. Prescott est cuit d'une manière ou d'une autre. Le seul problème, c'est que rien de tout cela ne disculpe Julia.
McNabb? Il y a du nouveau à la morgue, messieurs. Gunnar Björnsson? Lui-même. Suivez-moi, je vous arrête pour corruption, entrave à une enquête de police ainsi que tentative de meurtre. Est-ce que je peux finir mon ragoût? Ne faites pas le malin, allez, embarquez-le! Quel gâchis. Merci pour votre patience. Nous avons terminé l'examen du corps d'Abigail Prescott après son exhumation. Sa peau ne présente aucune trace qui n'ait déjà été constatée. Néanmoins, nous avons découvert une anomalie qui, elle, n'avait pas été relevée initialement. Oui, la défunte avait un corps étranger dans la bouche, bloqué au fond de son œsophage. Apparemment, le processus de décomposition du corps l'a fait remonter au niveau de la gorge. Voilà pourquoi il était passé inaperçu malgré le bon travail de Monsieur Wright. Il s'agit d'un bouton en laiton. Un bouton? Pourquoi aurait-elle avalé un bouton? Non, pas du tout. Ce sera tout. Bonne journée, inspecteur. C'est bien lui. J'ai déjà signé la requête et j'espère pouvoir mettre ce projet en chantier dès la semaine prochaine. Veuillez m'excuser une petite minute. Inspecteur Murdoch, évidemment. Que me vaut donc ce plaisir? Croyez-moi, monsieur le conseiller, c'est un plaisir plus que partagé. Vraiment? Moi qui pensais que vous ne m'aimiez pas. Je vous exècre. Qu'est-ce que vous faites? Je commence à en avoir assez de ce harcèlement, inspecteur. Adrian Prescott, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre femme, Abigail Prescott. Voilà tous les éléments à charge détaillant les méfaits du conseiller. Cette fois, on a de quoi l'enfermer pour longtemps. Les preuves de ses malversations multiples et ce bouton qui le place sur le lieu du crime. Un message qui nous était adressé par Madame Prescott. Vous croyez qu'elle l'a avalé exprès, monsieur? Dans ces derniers instants, oui. Elle l'aura fait traduire en justice depuis l'au-delà. Et en plus de toutes ces pièces à conviction, Björnsson s'est retourné contre lui en un tournement. Il a avoué avoir distrait le docteur Ogden pendant que Prescott tuait sa femme. Je ne pense pas trop m'avancer en annonçant que cette fois, c'est vraiment la fin du conseiller Prescott. Désormais, il n'y a plus le moindre doute sur ton innocence. Je suis tellement soulagée. Effie a dit que le procureur demanderait au juge d'annuler le verdict dans la matinée et à midi, je devrais être libre. C'est la meilleure des nouvelles. J'ai du mal à supporter l'idée que tu passes ne serait-ce qu'une nuit de plus dans cet endroit. Moi aussi. Cela dit, en apprenant qu'on m'avait condamné à tort, le directeur a tenu à se faire pardonner. Il m'a invité chez lui pour un dîner en famille. Oh.